si vieux que ça. C'est venu comment, le marché de l'immobilier tertiaire? Et ça représente quoi? C'est combien d'argent? Et c'est qui? Alors, si on parle marché, si on parle investissement, enfin, flux d'investissement, etc., je crois qu'on est, heureusement ou malheureusement, pas du tout sur un point français. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'épargne des ménages. Et comme depuis, je ne vais pas remonter aussi loin que Nicolas, mais on va dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de grande guerre, il n'y a pas eu de grande épidémie, il n'y a pas eu de météorite qui est tombé sur la Terre. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'épargne s'est accumulée. Alors, c'est un sujet un peu compliqué, parce que c'est toujours pas dans les manuels d'économie, mais où l'épargne est essentiellement un flux, un écart entre revenus et consommation, mais il y a quelque chose qui s'appelle l'épargne accumulée, et il y avait un article dans les Échos hier, par exemple, qui indiquait que les fonds de pension des grandes entreprises mondiales capitalisent d'ores et déjà 36 000 milliards de dollars. Alors je ne sais pas si vous avez compté en milliers de milliards de dollars, mais on peut estimer que l'épargne mondiale accumulée est aujourd'hui en gros du double du PIB mondial, parce qu'au fonds de pension, il faudra ajouter pour la France les plans d'épargne d'entreprise, il faudra ajouter les livrets A, il faudra ajouter les contrats d'assurance vie, etc. Donc il y a une masse absolument considérable d'argent, et le problème, je vais dire du mal de nos amis économistes, les économistes ont beaucoup de mal à intégrer le fait que l'épargne s'accumule, oui, les autres, bien entendu. Hein. Nos amis économistes ont eu beaucoup de mal à intégrer que l'épargne s'accumule. Donc ils ont pendant très longtemps parlé de bulle financière, alors qu'on n'a pas du tout envie qu'elle explose. Hein. On n'a pas envie que l'argent des plans d'épargne d'entreprise disparaisse, par exemple. Et par contre, il y a une catégorie de personnes qui ont compris, ce sont les hommes politiques. Les hommes politiques qui, pour une fois, ont été très intelligents, et en face de cette accumulation, de cette montée de l'accumulation d'épargne, ont mis des emprunts d'État. Et on a la situation actuelle avec des États extraordinairement endettés et une sphère financière complètement liée à la sphère politique, parce que gavée d'emprunts d'État. Et l'un des défis d'aujourd'hui, c'est que, d'abord, on s'est aperçu dans la sphère financière que le couple risque-rentabilité, avec le fait qu'évidemment l'emprunt d'État était sans risque, etc., n'avait pas tellement bien protégé des soubresauts de la crise de 2008-2009. Donc on revoit un peu les théories de l'allocation d'actifs et on se dit, tiens, c'est bizarre, on a un peu trop d'emprunt d'État, il faudrait autre chose. Et donc, s'il faut autre chose, on va faire un petit peu plus d'actions et un petit peu plus d'immobilier, naturellement. Donc, cette sphère financière qui est aujourd'hui extraordinairement importante, elle est en train d'aller, disons, pour ses propres raisons, vers l'immobilier, et elle risque de le faire, malheureusement, dans des conditions catastrophiques. C'est-à-dire que on est en train d'approcher une grande bassine d'un petit verre d'eau. Autrement dit, se pose un problème, et en même temps sa solution, c'est-à-dire que si tous les grands gestionnaires se mettent à respecter leur modèle d'allocation d'actifs, ils vont faire plus d'immobilier, et ils vont nous faire une grande bulle dans l'immobilier tertiaire. Et c'est là qu'arrive quelque chose d'intéressant, c'est que si on a à la fois donc un grand défi, c'est-à-dire que la sphère financière finance autre chose que l'emprunt d'État, et finalement, si elle finançait l'économie au travers de l'immobilier, ce serait très bien, mais en même temps, on n'a pas envie que ce financement crée une bulle, et justement, là, on peut dire que s'il faut travailler les immeubles, s'il faut adapter le tertiaire, on a de l'investissement, vraiment investissement, si je puis dire. Donc le financement, il n'a pas tellement manqué jusqu'à présent, et surtout, il ne va pas du tout manquer dans les, prochaines années, voire prochaines décennies, parce que ce sont des montants considérables qui bougent toujours très lentement, mais il suffit d'augmenter de 3 ou 4% au niveau mondial l'allocation d'actifs en immobilier, et on a pour des années de flux d'investissement. Alors Guy, je reviendrai, je rebondirai sur ce que tu viens de dire, mais Arnaud, la pierre papier, le PCI, les SCPI, les OPCI, c'est quoi dans ce marché, c'est considérablement financiarisé, le marché de l'immobilier, d'entreprise, qu'est-ce qui distingue les OPCI, les SCPI? C'est quoi leur spécificité par rapport
à les foncières, par rapport à les fonds souverains. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a déjà deux points qui les distinguent fortement, c'est l'antériorité. L'OPCI a moins de 10 ans. Alors, il a connu un développement qu'on trouve tout à fait remarquable, d'autant qu'il a été lancé historiquement. Les premiers agréments d'OPCI, véhicules régulés par l'AMF, sont intervenus de mémoire à la rentrée 2007, c'est-à-dire 15 jours après l'éruption, enfin les premiers articles de presse dans la presse économique sur l'éruption de la crise des subprimes. C'est-à-dire un timing de lancement historiquement mauvais. Mais c'est ainsi, hein, c'est comme ça, on a évidemment pas calculé ce mauvais coup qui est arrivé sur l'économie mondiale. Et aujourd'hui, on en est à 46 milliards d'euros actifs sous gestion pour le PCI institutionnel. Donc c'est un lancement en moins de 10 ans, c'est absolument remarquable à l'échelle des fonds qu'on trouve en France aujourd'hui. Les SCPI, quant à elles, et j'ajoute également qu'il y a de plus en plus également des fonds qui sont diffusés auprès du grand public à travers la commercialisation d'unités de compte dans les contrats d'assurance vie. Si j'ose dire, l'immobilier enfin retrouver la place qui doit être la sienne dans les contrats d'assurance, enfin est en train, le mouvement est en marche, de retrouver la place qui doit être la sienne dans les contrats d'assurance vie des Français. Et puis il y a la SCPI, produit traditionnellement davantage tourné, ou presque exclusivement tourné vers le grand public, qui, pour ce qui les concerne, existe depuis les années 70 à peu près, et qui, quant à elles, aujourd'hui, en sont à une trentaine de milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc on a, bon an mal an, des produits qui, même s'ils ont connu, je parle des SCPI, quelques vicissitudes dans leur histoire, aujourd'hui ont retrouvé une place assez considérable dans l'épargne et l'investissement. Il y a des différences techniques, fiscales, juridiques, et qui ont, si je dois vraiment résumer mon propos, le fait que, au fond, tous les publics s'y retrouvent, public, retail, enfin, ménage et institutionnel s'y retrouvent avec des véhicules qui leur conviennent en fonction de leur appétence pour le risque, leur raison de placement, etc. Arnaud, ça veut donc dire que les particuliers, les parties de l'épargne, aujourd'hui, elle a le moyen, au travers des SCPI, effectivement, de s'investir dans la pierre papier, à défaut de le faire en direct. Je comprends, et ça, ton propos rejoint celui de Guy, qu'effectivement, les compagnies d'assurance aujourd'hui mettent de plus en plus donc, de pierre papier dans leur portefeuille. Hein, ça, c'est pour doper le rendement. Ok. Bon. Bon, ces SCPI, ces EPCI, je me souviens qu'au tout début, c'était des produits de bons pères de famille. Hein, et puis d'ailleurs, à la limite, le particulier, il a aussi le moyen d'acheter des titres en bourse. Il peut acheter du Gecina, il peut acheter du SFL, il peut acheter de l'Unibail. Bon, donc finalement, c'est l'attrait encore une fois, de la pierre papier par rapport à c'est quoi, pourquoi faire plutôt confiance à des véhicules comme les SCPI, je vais rester au niveau des particuliers, plutôt que les titres de sociétés foncières. L'important, c'est qu'il y a tout. Enfin, il y a le choix. L'épargnant français, si on parle des personnes physiques, a le choix entre différentes manières d'intervenir sur les marchés immobiliers de manière intermédiaire, à travers des fonds cotés ou des fonds non cotés. Après, en fonction, encore une fois, de sa conviction sur telle ou telle structure d'investissement, sur tel ou tel secteur thématique et géographique d'investissement, sur son appétit pour le rendement versus la volatilité, le fameux couple risque-rendement, il a vraiment de quoi faire son choix, et puis on peut lui conseiller dans une allocation d'actifs immobiliers de, en quelque sorte, panacher ses placements entre différentes sources d'investissement. Très bien. Merci Arnaud. Alors, on est en France. Nicolas l'a dit, on est en France. En France, on a l'État. Et en France, on aime bien que les choses soient cadrées, lancées, initiées par l'État. Alors, Philippe, évidemment, quand je disais que tu étais l'homme de la synthèse, l'homme de la rencontre, je crois que c'est une spécificité française. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, d'où on vient, où on va,
parce que les choses ont beaucoup évolué, où on va, en matière d'intervention, je fais exprès, j'utilise un mot un peu fort, mais d'intervention, d'initiation, de caractère initiateur de l'État dans le développement durable. Je vais donner écho à une question qui était un fil rouge continu du propos de Nicolas, qui était comment est-ce qu'on peut réussir cette transformation en sachant qu'elle entraîne de la destruction, mais qu'elle est aussi porteur de progrès et d'adaptation. Et dans le sujet qui m'a été confié, qui est un sujet qui n'est qu'une partie du développement durable et des grands problèmes environnementaux que connaît notre Terre, le sujet était celui de l'efficacité énergétique. Dans ce sujet, il y a eu une intuition partagée entre, à l'époque, un politique, parce qu'il fallait un politique pour déclencher le mouvement, Jean-Louis Borloo, et puis moi qui avais avec lui une relation de travail et de confiance. Cette intuition, c'est ce sujet de l'efficacité énergétique, qui est un sujet nouveau dans la sphère immobilière, est un sujet qui va avoir des répercussions extrêmement profondes sur tous les pans de l'immobilier. Pas seulement sur le portefeuille des ménages et des entreprises, qui va être concerné par l'économie d'énergie qu'on va pouvoir susciter, mais aussi sur la qualité de l'offre de services qui va devoir être mise en mouvement, sans laquelle il n'y aura pas de bâtiments sobres en énergie et à faible empreinte environnementale. C'est-à-dire cette préoccupation qui n'était pas dans notre écran radar pendant toute l'époque postérieure à la Deuxième Guerre mondiale de la reconstruction de la France, la question de savoir si les bâtiments étaient sobres en énergie n'était pas le sujet parce que l'énergie était bon marché et parce qu'on avait d'autres préoccupations peut-être plus quantitatives qui se sont développées. Ce sujet-là, nouveau, prégnant, durable, va bouleverser des équilibres. Et donc à partir de cette intuition, Borloo a pensé que si on confiait le sujet à l'appareil d'État, il ne se passerait pas ce qu'il faudrait. Voilà. Et qu'il fallait donc faire en sorte que ce soit vous, nous, la société, qui ait un rôle de pilotage de ce sujet. Donc l'idée, cette intuition, cette idée se traduit par une volonté politique, c'est je donne la main à un gars à l'extérieur de l'appareil d'État. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, marqué que je ne suis pas marqué, mais je suis avocat, je ne suis pas fonctionnaire. Et l'avocat se caractérise généralement par son extraordinaire liberté. Hein. S'il y a un point commun aux avocats, c'est que ce sont des gens libres. Donc on confie une mission d'animation à quelqu'un de profondément libre, qui n'est pas soumis aux appareils, en lui disant « vous allez, au nom de l'État qui vous mandate, faire en sorte que cette entrée dans l'efficacité, la transition énergétique, appelons ça comme on veut, se déroule de manière efficace dans le secteur du bâtiment. » Et donc, une mission qui repose sur une lettre de mission que personne n'a lue, et c'est très bien comme ça, que Borloo a fait signer à François Fillon, qui n'a pas dû regarder ce qu'il y avait dessus, parce qu'il était dans la confiance, et qu'en 2012, la nouvelle équipe a renouvelé. Bon. Et cette animation, elle procède de moyens extrêmement pauvres. Il y a devant vous une jeune femme qui représente la moitié de l'équipe du plan bâtiment durable. Hein. Donc on fait ça avec une économie de moyens assez exemplaire, et on a, grâce à vous, parce que vous y avez évidemment compris votre intérêt, on s'est mis à
à turbiner ensemble, on s'est mis à faire en sorte que, lorsqu'on regarde aujourd'hui, c'est une des traductions simples, lorsqu'on regarde aujourd'hui le projet de loi de transition énergétique porté par Ségolène Royal, le titre 2 sur les bâtiments, il a, pour 95%, son origine dans des propositions que vous avez faites. C'est-à-dire, c'est bien la base qui a fait cela. Alors, ça marche tant qu'il y a des ministres qui comprennent que c'est nécessaire, que cette transformation, ce n'est pas eux qui vont la réussir, mais c'est vous qui allez la prendre en compte, l'intégrer dans vos développements. Alors, ça marche à certains moments très bien, à d'autres moments ça grippe, avec des gars qui sont très agacés, ou des femmes qui sont très agacées de voir que les choses se passent sans elles, sans leur marque, ça. Et puis, je termine là-dessus, il s'est passé quelque chose, alors, qu'on a réussi assez bien pour le moment, c'est le fait qu'il fallait immédiatement sortir de Paris. C'est sympa de réunir des gens qui représentent des intérêts nationaux, de réunir des grandes sociétés, mais il y a une partie de la vraie vie immobilière qui se déroule sur les territoires avec des gens plus petits, qui ne sont pas représentés exactement par les fédérations, les grandes associations nationales. Et donc, on a développé le même modèle dans des régions. J'ai dit au président de région, si ça vous branche, on va organiser chez vous des plans bâtiments durables régionaux. Vous allez mettre autour de la table des gens qui jusqu'à présent ne travaillent pas ensemble, et vous allez leur faire inventer ensemble un programme qui va permettre d'assurer des développements. Et donc, on a franchi cette étape, c'est-à-dire que les choses se passent aujourd'hui de manière tout à fait efficace, et je termine en disant qu'on est au point où qu'un ministre s'intéresse ou ne s'intéresse pas au sujet devient quelque chose de complètement secondaire. Le mouvement, il a été pris par vous, il s'est approprié, il se traduit par des chartes d'engagement volontaire que vous signez, bien plus efficaces qu'une norme nationale qui imposerait une règle, et l'idée, la seule chose qu'il faut qu'on arrive à ancrer dans la durée, c'est ce que les juristes appellent le droit souple, qui se traduit par toutes ces actions, c'est-à-dire l'État montre le chemin, il fixe l'objectif à 2050, quand il a fait ça, il a fait l'essentiel de son job, après on lui demande de maintenir un peu de stabilité aux accompagnements qu'il a prévus, et pour le reste, c'est vous qui nourrissez le mouvement, la dynamique, l'action, et surtout qu'on vous laisse agir. Et moi je pense que c'est un bon modèle pour accompagner les transformations de la société, c'est-à-dire la prendre au sérieux, lui demander ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle peut faire, le rythme dans lequel elle peut s'inscrire, et accompagner tout cela. Et je serai ministre de notre bon État français, je développerai ce mode de mobilisation dans d'autres secteurs que le bâtiment. Si on imaginait un instant qu'on avait eu ce travail-là, alors je vais employer le mot collaboratif, qu'aime pas Nicolas, mais ce travail-là à propos des énergies renouvelables, on n'aurait pas eu ces épisodes insensés de l'aide massive avec des coûts d'achat de l'énergie photovoltaïque suivi d'un moratoire et d'un coup d'arrêt brutal qui a fait naître et périr des entreprises de manière insensée, l'abandon de la filière industrielle française au profit d'une filière chinoise. On n'aurait probablement pas eu ça si ça ne s'était pas décidé dans un cabinet, dans un bureau, si ça s'était décidé avec vous, par vous. Moi, je crois que c'est une des voies de l'avenir et qui trouve sa cause dans le fait que la société, c'était en germe dans ce que disait Nicolas, mais la société de la première révolution industrielle et celle d'aujourd'hui, l'immense changement, c'est qu'on a aujourd'hui une société sachante, experte, qui a accès à toute l'info. Le I fait que elle a accès, et donc elle a envie, parce qu'elle connaît l'information, de participer à la décision. C'est aussi simple que ça. Merci Philippe. Mais ce qui est formidable, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais finalement, il y a toujours, dans ces grandes mutations, il y a toujours
les hommes providentiels. De façon très factuelle, il y a un moment, il y a cette transformation, elle a été chez nous en France portée à l'origine, accélérée par un type comme Borloo, par toi évidemment. On est évidemment dans un processus qui est tout à fait français, mais finalement c'est la façon dont ça a mis sur les rails cette mutation, ça l'a mis sur les rails. Et on est un peu en termes de méthodologie de l'anti-plan calcul. Hein. Si je veux résumer, c'est un peu ça quand même. Le fait de la concertation sur laquelle, voilà. Et finalement, tout ça est repris par l'initiative privée. Alors, après ma question, oui, vas-y. Je vais juste te dire un petit mot, parce que je crois quand même que je suis moyennement d'accord avec l'idée de l'homme providentiel, ou en tout cas, je pense, non mais, ou en tout cas, il ne faut pas s'en satisfaire, parce que l'homme providentiel, parfois, soit il ne vient pas, soit à l'usage, il s'avère moins providentiel qu'on ne le pensait quand on l'a choisi. Donc, mais par contre, je crois que ce qui est passionnant, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Philippe sur la méthode. Je pense que c'est vraiment la méthode pour faire des changements, pour faire des réformes. Il n'y a pas de corps intermédiaire en France. Ce qui est le problème français, c'est qu'il n'y a pas de corps intermédiaire. C'est pour ça qu'on est moins bon que les autres, en fait. Hein. C'est une raison institutionnelle. Le fait qu'il n'y a pas de collectivité locale, il n'y a pas de syndicat, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, il faut les recréer d'une certaine façon. Et ce qu'a fait Philippe, c'est justement qu'il a contribué à recréer des lieux de débat qui sont intermédiaires, et là je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, qui sont plus raisonnables en quelque sorte, qui sont plus rationnels que les politiques qui vont venir directement des cabinets ministériels. Donc ça, je trouve ça absolument formidable. Mais je crois que quand même, ce qui a permis aussi de faire le Grenelle de l'environnement, le plan bâtiment durable, c'est le fait que l'opinion publique quand même était prête. C'est-à-dire que le terrain avait été très bien préparé. Et sur tous les sujets sur lesquels on a, alors pardonnez-moi d'élargir un tout petit peu, mais ça concerne bien évidemment le sujet dont on parle aujourd'hui, mais tous les sujets économiques sur lesquels on a envie d'avancer, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse de la pédagogie, il faut qu'on explique aux gens. Parce que sinon, rien ne se passera, et sinon même des initiatives de ce type-là seront des échecs. Puisque j'ai le micro, j'en profite juste une toute petite seconde par rapport à ce qu'a dit Guy et qui m'a complètement passionné, puisque je suis évidemment très sensible à cette problématique de l'épargne accumulée. Et bon, enfin, il ne faut pas être trop sévère. Ben Bernanke, il y a une dizaine d'années, avait quand même parlé, il appelait ça l'énigme, hein, le conundrum, hein, c'est-à-dire le fait que finalement il y avait énormément d'épargne dans le monde et qu'on ne comprenait pas pourquoi. Et c'est pire en quelque sorte aujourd'hui, parce que quand on est un économiste néoclassique comme moi, on se dit, bon, bah, s'il y a trop d'épargne, au fond, c'est pas grave, puisque les taux d'intérêt vont baisser, et donc l'investissement va trouver des débouchés de cette façon-là. Bon, sauf qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à zéro, quasiment. Et donc on a beaucoup d'épargne, et en effet, le problème, c'est que, dans une logique un peu keynésienne d'ailleurs, l'investissement ne repart pas, non pas parce que les taux d'intérêt sont bas, mais parce qu'il n'y a pas de confiance, on considère qu'il n'y a pas suffisamment de débouchés, etc. Et c'est très important, parce que ça veut dire qu'au fond, les problèmes dont on parle aujourd'hui sont pas véritablement des problèmes financiers. En tout cas, de l'argent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le monde, il y en a beaucoup en France, et donc le sujet, c'est celui sur lequel travaille Arnaud notamment, c'est plus au fond, et c'est comme un sujet qui commence à monter en France, comment est-ce qu'on canalise cette épargne, comment est-ce qu'on la fait circuler dans les bons canaux pour l'emmener aux endroits où on voudrait qu'elle aille, quoi. Et pas seulement, si je veux caricaturer, dans l'assurance vie et dans le logement social. Voilà, donc la problématique est là, mais l'argent, il est là, il existe, et d'une certaine façon, au niveau mondial, il y en a presque trop. Oui, mais alors, Guy, justement, comment... il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, mais financer cette mutation, cette révolution, cette transformation des immeubles, est-ce que c'est rentable? Alors, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que c'est rentable? je pense que, bon, la question est évidemment bonne, il faut la poser, on la pose, mais je pense que, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas hein, sur la canalisation, etc., mais il me semble que le problème il est ailleurs. C'est-à-dire, tu as évoqué le plan calcul tout à l'heure. Voilà exactement la logique de la question. C'est-à-dire que quand Apple a sorti son premier Macintosh, il y a quelques politiques français qui se sont savamment interrogés et qui se sont dit « Oh là là là, ça va être terrible, si on veut équiper tous les ménages, ça va coûter cher, etc. » Et on a sorti le plan calcul, on a dépensé plein d'argent, plein d'efforts, et puis finalement tout ça, ça a été balayé par les Apple, BlackBerry, Google, etc.
Et en fait, dans l'immobilier, on va voir la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de coût, ce n'est pas une question de rentabilité pour l'investisseur au départ, c'est une question simplement de client, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu as parlé tout à l'heure de l'opinion préparée, mais l'opinion, elle est en train de se préparer sur la qualité des bâtiments. Et moi, j'ai un exemple très simple. Aujourd'hui, on sait qu'on construit des logements sociaux bien meilleurs sur le rapport énergétique que les logements privés. Hein, et d'ailleurs, on le fait avec un promoteur le fait avec l'argent des logements privés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un programme, dans ce programme, le maire a exigé qu'il tombe de logements sociaux, et puis l'organisme social lui dit attendez, l'énergie c'est moins 10 de moins, moins 20 de moins, etc. Et donc on voit que celui qui aujourd'hui achète un appartement paye un appartement social bien meilleur que le sien. Bon. C'est un peu comme ça que, pour le faire très court, entre professionnels de l'immobilier. Bon. Mais c'est pire que ça. Aujourd'hui, ce sont les logements pour les très pauvres qui sont en train d'être construits avec les toutes meilleures performances énergétiques. Pourquoi ? La logique est simple. On a envie que des gens très pauvres, s'ils commencent à aménager, hein, on prend une famille de 3 enfants, s'ils ont des charges, ils ne s'en sortiront pas, on va continuer à les enfoncer, donc on va essayer de faire des appartements peut-être un peu plus chers, ou des maisons peut-être un peu plus chères, mais très performants sur le plan énergétique. Alors c'est vrai que au fur et à mesure qu'on visite ce genre d'appartements sociaux normaux ou sociaux pour très pauvres, on se dit mais moi j'ai pas ça. Et puis finalement, moi j'ai des charges beaucoup plus élevées. Il est en train de se diffuser dans la société un certain nombre d'habitudes, et à mon avis c'est comme ça que va se faire la révolution. C'est-à-dire que en fait, on va voir que pour les bureaux, pour les logements, on n'a pas besoin de se dire combien ça va coûter. Alors il y a tant de millions de résidences en France, il va falloir les changer, etc. En réalité, aujourd'hui, moi je peux vous dire, essayez de ne pas acheter un portable à vos enfants, vous allez voir, c'est terrible. Et en fait, pour le développement de la qualité des immeubles, c'est un peu dans ce genre de tendance historique qu'on va arriver. Alors, on n'y est pas encore tout à fait. Hein, on n'y est pas encore tout à fait, mais je pense que ce n'est pas un problème. On aurait tort de se dire regardons l'ensemble du parc tertiaire, logement, etc. Regardons combien ça va coûter, que faudrait-il faire comme effort, etc. En fait, on va trouver les moyens en cours de route. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il faut savoir que rien n'interdit d'imaginer aussi une productivité de l'immobilier dans l'économie. Je veux dire par là que quand on prend aujourd'hui les histoires des loyers, hein, vous prenez à Paris par exemple les loyers prime, hein, on sait ce que c'est qu'un immeuble. Bon, on prend l'immeuble ici par exemple. Bon, évidemment, Gecina, on est le propriétaire, et l'occupe, etc. On ne peut pas dire qu'il y ait des loyers. Mais tout ce qui est aujourd'hui immeuble de très belle qualité, il y a un niveau de loyer. Bon. Eh bien, le prime qui s'est développé depuis 25 ans, presque 30 ans maintenant, il faut savoir que le loyer, en euros constants, n'a pas bougé. Or, la qualité des immeubles en 25-30 ans a complètement changé. Vous faites le calcul à New York, exactement pareil. Le loyer prime en dollars constants à New York n'a pas bougé sur 30 ans. C'est à Londres, pareil, en livres. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait un service immobilier qui finalement puisse diminuer en coût. Et là, il faut être modeste, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, Nicolas l'a dit en disant que c'était pas de la modestie, c'était un caractère objectif, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des innovations technologiques, il y a peut-être des découvertes qu'on va faire sur des matériaux, sur des techniques de construction, etc., qui peuvent très bien aussi permettre aujourd'hui construire un iPhone, ça coûte beaucoup moins cher que les tout premiers portables d'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Autrement dit, on est dans une période qui bouge tellement vite que je pense que le coût, a priori, de l'ensemble de ce qu'il faut faire, ne doit pas se poser comme ça. De dire, accompagnons le mouvement, allons-y, on va trouver les productivités au fur et à mesure. Et pour revenir sur un point qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure avec les transformations que ça provoque, autre raison, je dirais, d'être assez prudent, je parlerai peut-être tout à l'heure, j'en aurai peut-être l'occasion de Jules Verne et ses anticipations sur l'immobilier, mais en tout cas, il avait parlé, lui, de l'ascensoir.